y a des pilotes qui gagnent des courses, il y a des pilotes qui gagnent des championnats. Et puis il y avait Valentino Rossi, un homme qui a non seulement dominé le motocyclisme, mais qui a complètement changé la façon dont le monde voyait les courses de moto. Parce qu'avant Rossi, la MotoGP était un sport de vitesse, de technique et de machines parfaites. Après Rossi, cela est devenu un spectacle mondial, 9 championnats du monde, plus de 100 victoires, 235 podiums, 26 saisons à concourir au plus haut niveau. Mais ce qui est le plus impressionnant, ce ne sont pas ces chiffres. Ce qui est incroyable, c'est que Valentino Rossi a réussi quelque chose que très peu de sportifs parviennent à faire, devenir une légende même avant de prendre sa retraite. Mais pour comprendre comment un enfant italien en est venu à être considéré par des millions comme le meilleur pilote de moto de l'histoire, nous devons revenir au début, à une époque où personne ne savait que le numéro 46 était sur le point de changer pour toujours le motocyclisme. Avant de commencer, dis-moi quelque chose. Valentino Rossi est-il vraiment le meilleur pilote de tous les temps ou quelqu'un pourra-t-il surpasser son héritage? Pour comprendre le phénomène Rossi, il faut d'abord comprendre d'où il vient. Nous ne parlons pas d'un garçon qui a découvert les motos par hasard. Nous parlons d'un nom de famille qui circulait déjà dans les paddocks du mondial bien avant la naissance de Valentino. Son père, Graziano Rossi, a couru dans le championnat du monde de motocyclisme durant les années 70, atteignant plusieurs fois le sommet du podium et se battant côte à côte contre des légendes de cette génération. Dans la maison des Rossi, à Tabulia, un petit village de la région des Marches. L'odeur de l'essence et le bruit des moteurs n'étaient pas un passe-temps de week-end, c'était dans la langue familiale. Valentino est né en 1979 et depuis très jeune, il était entouré de mécaniciens, de circuits improvisés et de conversations sur les pneus, les suspensions et les lignes de départ. Cependant, curieusement, son premier amour n'était pas les motos, mais les karts. À peine âgé de 5 ans, il participait déjà à des compétitions et a réussi à remporter un championnat régional en 1990. Son père, qui rêvait de le voir un jour en Formule 1, a essayé de l'orienter vers le sport automobile, explorant même la possibilité de l'inscrire dans des catégories européennes de karting qui pouvaient lui ouvrir la porte vers le monde des monoplaces. Mais la réalité économique s'est imposée. Compétitionner en Formule 1 nécessitait un budget que la famille ne pouvait pas soutenir. Ainsi, le destin de Valentino a pris un autre chemin. Un chemin qui s'est avéré être exactement le bon. Il est passé au mini-moto, une catégorie beaucoup plus accessible. Et là, il a commencé à montrer quelque chose que ses rivaux n'avaient pas. Une capacité presque antinaturelle à lire un virage, à sentir où se trouvait la limite de l'adhérence avant de la perdre. En 1993, il a fait ses débuts dans les courses officielles de motocyclisme, en participant au championnat italien de sport production avec une Cagiva Mito de 125 cm3, prêtée par Claudio Lusuardi, l'un des hommes de confiance de l'industrie italienne du moteur. Le résultat de sa première sortie était presque comique, vu en rétrospective. Une chute dans le premier virage. À peine une centaine de mètres de voie lors de la première séance d'entraînement de sa vie en tant que pilote officiel. Il termine cette course à la 9e position malgré le coup initial. Ce petit épisode, presque anecdotique, contenait en réalité une leçon qui définirait toute sa trajectoire. Rossi tombait, se relevait, apprenait de l'erreur et revenait plus vite qu'avant. Cette même année, il a obtenu une pole position lors de la dernière course de la saison à Misano, terminant sur le podium. L'année suivante, en 1994, il s'imposa dans le championnat italien de sport production et commença également à participer à des épreuves du Grand Prix d'Italie, gagnant une expérience directe avec les prototypes utilisés en championnat du monde. Déjà en 1995, il rivalisait avec les meilleurs jeunes talents d'Europe, affinant un style de pilotage agressif mêlé à une intelligence de course qui semblait inappropriée pour une adolescente. Les techniciens qui le voyaient s'entraîner s'accordait à dire que le garçon n'était pas seulement rapide, mais qu'il mémorisait chaque erreur, chaque freinage tardif, chaque dérapage et les transformait en informations utiles pour le tour suivant. Cette mentalité analytique, mêlée à un talent naturel brut, fut le fondement sur lequel se construirait ensuite toute une carrière historique. En 1996, le grand saut est arrivé, le début officiel dans le championnat du monde de 125 cm3 au sein de l'équipe Aprilia AGU. Rossi n'avait que 17 ans et sa première course, disputée en Malaisie, l'a vu partir de la 3e position sur la grille pour terminer parmi les 6 premiers, une performance qui a déjà attiré l'attention
l'attention du paddock. La saison, cependant, a été un processus d'apprentissage avec plus d'ombre que de lumière. 2 abandons, des résultats irréguliers et la sensation que le jeune Italien devait encore peaufiner de nombreux détails. Mais ensuite, il est arrivé en Autriche, avec une 3e place après un intense combat avec le vétéran espagnol Jorge Martinez, et 2 semaines plus tard, au Grand Prix de République tchèque sur le circuit de Brno. Rossi a obtenu sa première pole position, le lendemain, sa première victoire en championnat du monde, encore une fois, après une bataille serrée contre Martinez. Il a terminé cette première année à la 9e position du championnat, avec 11 points, un chiffre discret comparé à ce qui allait suivre, mais suffisant pour confirmer qu'un talent différent de tout ce qui avait été vu jusqu'alors était apparu. La véritable explosion est arrivée en 1997, lorsque Aprilia l'a promu dans l'équipe officielle Nastro Azzurro. Cette année-là, Rossi n'a pas seulement participé, il a écrasé la concurrence. Il a gagné 11 des 15 courses disputées, totalisant 321 points. Un chiffre de domination qui est encore aujourd'hui considéré comme l'une des saisons les plus complètes de l'histoire de la catégorie des 125 cm3. Il a été couronné champion du monde à seulement 18 ans. Mais ce qui a vraiment fait la différence, ce ne sont pas seulement les chiffres, c'était sa façon de vivre la victoire. À une époque où de nombreux pilotes descendaient de leur moto, enlevaient leur casque et parlaient avec le sérieux d'un ingénieur de Formule 1, Rossi transformait chaque tour triomphal en un spectacle. Il se déguisait, il faisait des blagues, célébrait avec le public comme s'il faisait partie de la fête et non seulement le protagoniste. Une fois, il est même monté sur le podium déguisé en Robin des Bois, portant une poupée gonflable, un pur humour italien transposé dans un sport qui jusque-là se prenait extrêmement au sérieux. Ce charisme n'était pas le fruit du hasard ni une simple extraversion. C'était une stratégie de connexion émotionnelle avec les fans que aucun autre pilote de sa génération n'a su reproduire avec la même naturelle et qui finirait par être aussi déterminante pour son héritage que ses propres titres. L'étape suivante fut la catégorie de 250 cm3 à laquelle Rossi est arrivé en 1998 encore sous l'égide d'Aprilia, partageant le box avec Loris Capirossi et le japonais Tetsuya Rada. Dans une équipe qui dominait techniquement la catégorie grâce à la RES 250, une machine bicylindrique à 2 temps extrêmement compétitive. Le début de saison fut difficile. 2 abandons consécutifs au Japon et en Malaisie ont fait craindre le pire. Mais Rossi a répondu par une série de podiums qui l'ont remis dans la course, y compris une victoire mémorable à Assen, aux Pays-Bas, où il a franchi la ligne d'arrivée avec une avance de près de 20 secondes sur le 2e classé. Une démonstration de supériorité qui a clairement montré que la moto la plus puissante n'avait rien changé à sa façon de courir. Il a terminé cette année-là 2e au championnat du monde, à peine 23 points derrière son propre coéquipier, Capirossi. En 1999, la réponse définitive est arrivée. 9 victoires dans la saison et le titre mondial de 250 cm3, avec une différence de 48 points sur le 2e classé. Rossi n'était plus simplement un pilote prometteur. Il était, sans discussion, le meilleur jeune talent que le motocyclisme avait produit depuis des années et tout le paddock savait que la prochaine étape était inévitable. La catégorie reine. Alors connu sous le nom de 500 cm3, le dernier bastion des motos à 2 temps, des machines brutales, presque indomptables, des moteurs qui délivraient la puissance de manière explosive et qui avaient détruit les courses de pilotes moins préparés physiquement et mentalement. En l'an 2000, il a fait ses débuts chez Honda, pilotant la NESR 500, une moto exigeante même pour les vétérans. Il a commencé la saison avec 2 abandons, mais les podiums sont vite arrivés, la première victoire à Donington Park et une seconde au Grand Prix de Rio de Janeiro. Il a terminé l'année en 2e position du championnat du monde, derrière Kenny Roberts, GR, mais avec la certitude que ce n'était qu'une question de temps. Ce temps est arrivé en 2001. Avec 11 victoires en 16 courses, Rossi a été couronné champion du monde de 500 cm3 avec une avance de plus de 100 points sur son grand rival de l'époque. L'Italien Max Villet, une rivalité marquée par Rossi, des polémiques et même quelques incidents en dehors de la piste, alimentant encore plus le spectacle médiatique qui entourait le jeune pilote. Juste à ce moment-là, le motocyclisme mondial a décidé de prendre un tournant radical, avec l'arrivée de MotoGP, des moteurs à 4 temps allant jusqu'à 990 cm3, remplaçant les historiques 2 temps.
De nombreux pilotes expérimentés ont eu de sérieuses difficultés à s'adapter à la nouvelle technologie, avec des courbes de puissance complètement différentes et un comportement du châssis qui exigeait de réapprendre presque depuis zéro. Rossi ne s'est pas seulement adapté, il a dominé dès le premier moment, remportant le titre inaugural de MotoGP en 2002 avec une différence de 140 points sur le deuxième classé et répétant le titre en 2003. On aurait dit que rien ni personne ne pouvait le faire descendre de cette moto. Et pourtant, en 2003, Rossi a pris la décision la plus risquée de toute sa carrière. Honda était, à ce moment-là, la machine la plus dominante du paddock, une équipe avec des ressources pratiquement illimitées et une moto qui gagnait tout depuis plusieurs années. Rossi avait conquis 3 titres consécutifs sur cette moto. Tout pilote rationnel serait resté. Mais Rossi a signé avec Yamaha, une écurie qui n'avait pas remporté de championnat de la catégorie reine depuis plus d'une décennie et dont la M en était loin, très loin, du niveau compétitif de la Honda. La presse italienne internationale l'a interprété comme un suicide sportif. Certaines analyses de l'époque ont comparé cela à un footballeur au sommet de sa carrière quittant la meilleure équipe du monde pour rejoindre un club de milieu de tableau. Mais derrière cette décision, il y avait une logique que très peu comprenaient à l'époque. Rossi voulait prouver, une bonne fois pour toutes, que le véritable facteur différentiel n'était pas la machine, mais le pilote qui la conduisait. Il a emporté avec lui son chef mécanicien de confiance, Jérémy Burgess, ainsi que son équipe technique, dans un mouvement qui est aujourd'hui étudié comme un cas de manuel sur l'importance de l'environnement humain dans la performance sportive. Le résultat est arrivé immédiatement, lors de la première course de la saison 2004 en Afrique du Sud. Avec à peine quelques semaines de travail sur la nouvelle moto, Rossi a gagné. C'était un message fort pour tout le paddock et il a terminé cette saison en tant que champion du monde, devenant le seul pilote capable de gagner des titres consécutifs avec 2 fabricants complètement différents à l'ère moderne du motocyclisme. Cet exploit a changé à jamais la manière dont on évaluait un pilote de moto. Il ne suffisait plus d'être rapide sur une machine gagnante, il fallait démontrer la capacité de transformer n'importe quelle moto en un instrument de victoire, et Rossi venait d'écrire le manuel sur comment le faire. Après avoir dominé 2005 avec 11 victoires, il a mené la saison qui était la plus proche de briser la narration d'invincibilité qui entourait Rossi. En 2006, pour la première fois depuis son arrivée dans la catégorie reine, l'Italien montra des fissures, des problèmes mécaniques récurrents, une blessure au poignet après une chute lors des essais aux Pays-Bas, et une performance irrégulière qui permit à Nicky Hayden, le pilote officiel de Honda, de se lancer pleinement dans la lutte pour le titre. Malgré cela, Rossi gagna 5 courses cette saison et arriva à la dernière course de l'année, à Valence, avec de réelles chances de titre, n'ayant besoin que de terminer 2e pour s'assurer le championnat. Mais lors du 5e tour de cette course décisive, la roue arrière de sa Yamaha perdit de l'adhérence dans un virage et Rossi tomba au sol. Il tenta une remontée désespérée, mais termina 3e, tandis que Hayden, avec un résultat discret mais suffisant, fut couronné champion du monde par une marge de seulement 5 points, l'une des différences les plus serrées de l'histoire de la catégorie reine. C'était la première fois depuis l'année 2000 que Rossi terminait une saison sans le titre sous le bras. L'année suivante, en 2007, avec l'introduction des moteurs de 800 cm3 et l'arrivée écrasante de Casey Stoner sur la Ducati, Rossi ne put même pas se battre pour le championnat, clôturant la saison à la 3e position malgré 4 victoires. De nombreuses analyses de l'époque commencèrent à parler de la fin d'une ère, suggérant que l'émergence d'une nouvelle génération de pilotes, plus jeunes et adaptés à la technologie moderne, laisserait Rossi comme une simple légende du passé. La réponse est arrivée en 2008. Yamaha a effectué un changement décisif en passant des pneus Michelin à Bridgestone, une modification technique qui a parfaitement correspondu au style de pilotage de Rossi, et l'Italien, à 29 ans et avec une légion de critiques annonçant son déclin, a gagné 9 courses et a récupéré le titre mondial avec 3 courses d'avance, résistant à l'attaque constante de Stone. En 2009, il a répété le championnat, le 9e et dernier de toute sa carrière, lors d'une saison marquée également par une rivalité interne exigeante avec son propre coéquipier, Jorge Lorenzo, qui commençait à montrer le niveau qui le convertirait, à peine 1 an plus tard, en l'homme qui lui ravirait finalement la couronne. En 2011, une autre décision a été prise à Audaz, bien que cette fois le résultat ait été très différent. Rossi a quitté Yamaha pour rejoindre l'équipe officielle de Ducati, attiré par le défi
défi technique et par la possibilité de répéter l'exploit de 2004 avec un troisième constructeur différent. Mais la Desmosedici de Ducati s'est révélée être une moto extrêmement complexe à dominer, avec un châssis qui ne pardonnait pas les erreurs et une géométrie qui exigeait un style de pilotage radicalement différent de celui que Rossi avait perfectionné tout au long de sa carrière. Même son expérience et sa capacité d'adaptation, déjà éprouvées chez 3 constructeurs différents, n'ont pas réussi à apprivoiser cette machine. En 2 saisons complètes, il n'a accumulé que 3 podiums, le pire creux compétitif de toute sa carrière professionnelle. Les voix qui parlèrent de la fin de la légende se sont faites plus fortes que jamais. Mais en 2013, Rossi est revenu chez Yamaha. Et bien qu'il ne dominerait plus avec la même intensité que durant ses meilleures années, il est resté une référence constante sur la grille, remportant à Assen cette même saison sa première victoire en 3 ans. En 2015, il a été au cœur de l'une des batailles pour le titre les plus tendues et controversées de l'histoire récente de MotoGP face à Jorge Lorenzo et à un très jeune Marc Marquez. Dans une rivalité qui a inclus un contact entre Rossi et Marquez lors du Grand Prix de Malaisie, ce qui a conduit à une pénalité pour l'Italien et a complètement conditionné l'issue du championnat. Il a perdu le titre de seulement 5 points lors de la dernière course de l'année, à Valence, dans l'un des dénouements les plus discutés et analysés de l'histoire du sport. Mais même sans ajouter d'autres titres, Rossi restait de loin le pilote le plus suivi, le plus photographié et le plus commenté de tout le paddock, un phénomène qui transcendait complètement les résultats de sportifs. Son héritage ne se mesurait plus seulement en trophées, mais en la quantité de fans que MotoGP avait gagné grâce à lui, en la manière dont il avait transformé chaque Grand Prix en un événement de masse et en la façon dont son numéro 46 était devenu un symbole reconnaissable même pour ceux qui n'avaient jamais vu une course de moto. En 2021, à 42 ans et après 26 saisons consécutives à concourir au plus haut niveau, Valentino Rossi a annoncé sa retraite. Sa dernière course a eu lieu, encore une fois, à Valence, le même circuit qui lui avait donné tant de joie et tant de blessures tout au long de sa carrière. Il a terminé 10e. Il n'y a pas eu de victoire d'adieu, mais ce n'était pas nécessaire. Le paddock entier, les fans, les rivaux et même ceux qui n'ont jamais été ses admirateurs directs savaient qu'ils assistaient à la fermeture de la période la plus influente de l'histoire du motocyclisme mondial. Valentino Rossi n'a pas été seulement un champion, il a été une révolution. Car les chiffres disent qu'il a gagné 9 championnats du monde. Mais l'histoire en dit beaucoup plus. Si l'on prend le temps d'analyser froidement sa carrière, on trouve quelque chose que aucun autre sportif motorisé n'a réussi à répliquer avec la même ampleur. La capacité de transformer un sport technique, bruyant et souvent distant pour le grand public, en un phénomène de masse comparable au football ou à la boxe à ses meilleures époques. Avant Rossi, les courses de moto se vendaient pour la vitesse et pour l'ingénierie. Après Rossi, elles se vendaient pour l'histoire humaine derrière le casque. Les gens ne voulaient plus seulement voir qui franchissait la ligne d'arrivée en premier. Ils voulaient voir comment Rossi réagissait à une défaite, comment il célébrait une victoire, quel déguisement il porterait sur le podium, quel geste il dédierait à son prochain rival. Il a transformé la rivalité sportive en narration et la narration en audience. C'est peut-être la partie la plus sous-estimée de son héritage. N'importe qui peut compter les victoires d'un pilote. Mais très peu peuvent expliquer pourquoi des millions de personnes qui n'avaient jamais vu un Grand Prix ont commencé à programmer leur dimanche autour d'une course de moto. Rossi a compris, avant quiconque de sa génération, que le sport ne se résumait plus seulement à la performance physique et mécanique. Il s'agissait de connexions émotionnelles, de personnages, de récits. Et il a construit ce récit course après course, saison après saison, pendant 26 ans, sans jamais cesser d'être compétitif, sans jamais cesser de risquer, sans jamais cesser de se réinventer. Là se trouve peut-être sa véritable génialité. Il n'a pas été seulement rapide pendant une poignée de saisons dorées, comme c'est le cas pour la plupart des grands champions. Il a été pertinent pendant presque 3 décennies, traversant des générations entières de rivaux. Il a rivalisé avec Max Villaghi, avec Sete Gibernau, avec Casey Stoner, avec Jorge Lorenzo, et a terminé sa carrière en compétition contre Marc Marquez et Fabio Quartararo, des pilotes qui avaient grandi en le voyant gagner à la télévision avant de devoir l'affronter sur la piste.
Peu de sportifs dans n'importe quelle discipline peuvent dire qu'ils ont partagé la grille avec 3 générations distinctes de rivaux et ont continué à être, jusqu'à la fin, une menace réelle. Et puis, il y a son héritage le plus silencieux, mais peut-être le plus durable, l'Académie VR46. Rossi ne s'est pas contenté de gagner des courses. Il a construit une structure pour former la prochaine génération de pilotes italiens, investissant temps, argent et connaissances dans de jeunes talents de sa propre région, dont beaucoup concourent aujourd'hui en MotoGP sous sa tutelle directe. Oui, probablement, le seul grand champion de motocyclisme qui a décidé activement de construire ses propres successeurs au lieu de se contenter de profiter de sa retraite. Rossi a transformé les pilotes en stars. Il a fait en sorte que des millions de personnes tombent amoureuses des motos. Il a prouvé qu'une légende ne se construit pas seulement en gagnant. Elle se construit en laissant une empreinte qui reste lorsque vous n'êtes plus là. Aujourd'hui, la MotoGP a de nouveaux champions, des motos plus rapides, une télémétrie plus précise. Une aérodynamique qui, il y a à peine 15 ans, aurait semblé de la science-fiction. Elle a de nouvelles rivalités, de nouvelles générations, de nouveaux idoles qui remplissent les stades et génèrent des titres. Mais même dans ce nouveau scénario, chaque fois qu'un débat s'ouvre sur qui mérite le titre de meilleur pilote de l'histoire, la conversation se termine toujours au même endroit. On peut plaider en faveur de Marquez pour son domination physique presque impossible. On peut plaider en faveur d'Agostini pour ses chiffres à une époque différente. Mais aucun nom ne génère le même consensus émotionnel, la même unanimité d'admiration que celui de Valentino Rossi. Parce qu'il y a eu de nombreux pilotes rapides, mais un seul a fait en sorte que tout le monde, même ceux qui ne savaient rien des motos, veuillent s'asseoir un dimanche après-midi pour regarder une course. Le docteur. Le numéro 46. La légende. Maintenant, je veux connaître ton avis. Penses-tu que Valentino Rossi continuera à faire le Goad de la MotoGP pour toujours ou qu'un pilote pourra surpasser son héritage?